Gêné, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez avoir la chance de passer 1h30 en compagnie d'Isabelle Motro, de Valérie Mérès, de Sophie Garel, de Jérôme Bonaldi et de Philippe Alfonsi. Toute la Corse est là. Ah bah c'est vrai. Ah, Toute la Corse est là. Alfonsi, Bonaldi. Et les plus... des Corses du Nord. Et les plus rigolos. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les plus rigolos, Valérie? Les Corses sont les plus rigolos. Quand même, c'est pas les plus rigolos. Ils ont beaucoup de culture, tout ça, mais c'est pas les plus rigolos. Qui nous deux? Ah bah non, c'est vrai. Va falloir qu'on se défonce, les filles. Moi, c'est déjà j'en ai peur. Enfin, la comique Isabelle Motro, quand même. bien connue, ça va. va sauver cette émission du naufrage intellectuel. Mais absolument. Tout laisser seul, finalement. Mais non. Il y a des tas de choses auxquelles je ne saurais pas répondre. J'ai des mails, évidemment, comme d'habitude, pour ouvrir On va se gêner. Xavier, qui me dit, elle est belle, c'est la plus belle, la plus intelligente. Bref, la femme parfaite. Je parle d'Isabelle Motro, évidemment. Son succès n'est plus à démontrer sur la toile. Déclaration d'amour, demande de photos, participation à des réunions, ping-pong show. Ah, ping-pong show. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi, ça? Ça, c'est quelqu'un qui me fait dire ping-pong show. Vous savez pourquoi, Jérôme Bonaldi? À cause de Loana? Pourquoi, non. Pardon? Ah bon, alors, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on vous fait dire ping-pong show? Parce que je crois que c'est l'animateur Coé qui a lancé aux auditeurs un jeu, et si un auditeur réussit à faire dire à un animateur d'une autre radio ping-pong show, l'auditeur de cette première radio gagne quelque chose. D'accord. Et donc j'ai vu dans le zapping radio sur Canal+ l'autre jour déjà quelques animateurs qui se sont fait avoir parce que l'auditeur qu'ils avaient en ligne, réussissait à glisser ping-pong show dans la phrase. Mais moi, j'étais au courant. Mais c'est pour faire gagner cet auditeur que je redis ping-pong show. Ils ont vraiment des jeux à la con. Oui. Une belle lettre pour vous, Philippe Alfonsi. Une lettre? Mais c'est une lettre en plus, c'est vrai. Des gens qui écrivent encore, ça existe. Vous n'avez pas de mail. Je pense que vos admirateurs ne savent pas se servir d'un ordinateur. Parce que vous recevez des lettres manuscrites, voyez. Permettez-moi de vous offrir un peu de mon temps en cadeau pour tous les bons moments que je vous dois, m'écrit cette auditrice qui s'appelle Anne. Je vous suis fidèle depuis vos premiers pas sur France Inter et pourtant, c'est la première fois que je vous écris. C'est donc que je suis bien tourmenté depuis la rentrée par deux injustices. En premier, Monsieur Philippe Alfonsi. Jamais de courrier d'auditeur pour lui. Je ne peux pas croire qu'aucune femme ne soit sensible au charme de sa voix, de son rire et surtout de sa sublime intelligence. Oh mon Dieu! Tu vois, hein. Attends! Je sens bien que pour vous, il n'intervient pas assez pour que vous lui lisiez des lettres flatteuses à l'antenne. C'est en fait votre petite vengeance. Ah bon? Laurent. Ça te ressemble tout à fait, ça. Tu es jaloux, Laurent. Pas du tout. Enfin, en plus, non. Mais quel dommage ce manque de reconnaissance. Chacun de ces mots est une révélation de son brillant esprit. Mais voilà, il n'est pas à sa place dans votre émission. Où il faut avoir un ego hypertrophié. Lui, Philippe Alfonsi, est tout en modestie, en bonne éducation, en compassion. L'exact opposé de Monsieur Bénichou. C'est vrai qu'on est souvent en face l'un de l'autre. On va dire que c'est pas faux. Je tremble chaque vendredi en me disant que c'est peut-être la dernière fois que vous le conviez. Je vous connais si bien, Laurent, vous êtes impitoyable avec ceux qui ne correspondent pas à vos critères de sélection. Ça fait quelque temps Ça fait pourtant qu'on combien est de temps que vous ensemble, êtes là, Laurent? Philippe? Oui, vraiment. Cette dame vous aime, mais manifestement, elle ne m'aime pas. Monsieur le Oh aime, non, je suis triste. Non, vous n'avez pas tout lu. Pourtant, si vous saviez comme l'émission du vendredi est agréable aux oreilles et à l'esprit, seul jour de la semaine où ni agressivité, ni méchanceté, ni bataille d'ego entre chroniqueurs ne font perdre du temps en règlement de compte, tout en alourdissant l'émission et laissant une impression pénible. Au passage, Laurent, il n'a échappé à personne que depuis que vous présentez une émission littéraire, vous semblez mieux apprécier l'équipe du vendredi. Il s'est adapté à notre culture, petit à petit. Faut dire qu'on est quand même presque aussi intello que Tesson, hein. Ah bah bien sûr. Auparavant, vous pas ne tout vous à gêniez fait, pas quand pour même. dire quelle était la plus nulle. Autre injustice, ce piédestal sur lequel vous faites trôner Monsieur Bénichou. J'ai très mal pour les autres chroniqueurs. Je vous assure que c'est très dérangeant. Imaginez une maman qui montrerait sa préférence pour l'enfant tyran. C'est révoltant pour ses frères et sœurs. Oui, absolument, c'est D'ailleurs, vrai, notre ça. épignon. Je vois bien ce qui vous importe, Laurent. Malgré tout ce que vous faites pour ce Bénichou, il refuse de s'allier à votre bande. Et vous vous demandez toujours comment le séduire et le faire succomber à la joyeuse complicité de la bande à Ruquier.
consécration pour vous s'il honorait de sa présence cette grande famille. Mais c'est un vain espoir. Bénichou ne vous pardonnera jamais, consciemment et inconsciemment, de l'avoir confronté à ses propres limites et à la découverte de sa vraie personnalité et surtout à la confrontation face à Philippe Alfonsi, si charmant et si brillant. Non, en plus, c'est une vraie lettre. Hein. Elle est On pas pourrait con, croire la que lettre, non, ben non. Elle est vraiment amoureuse de vous, cette dame. oui. Ah, je vous donne son oui, courrier. bien sûr. Ah, vous Attends, allez, ça, c'est sûr. j'en ai donné une copie à Pierre Bénichou pour qu'il lui réponde aussi. Hein. Valérie est-elle aussi naturelle depuis sa naissance, me demande Daniel. On n'y était pas, on peut pas. On peut pas savoir. T'es un peu ma mère, toi, hein, Oui. tu pourrais savoir. À l'école maternelle, t'étais comment, Valérie? J'avais des couettes. T'avais des amoureux à maternelle déjà? J'étais au Carmel Saint-Joseph avec des filles. Il y a que les filles? Ah oui. Le soir, il se passait des choses au Carmel? Ah mais j'étais pas pensionnaire. Ah, n'étiez pas, oh, dommage. Ah non, je rentrais chez moi avec mon frère et ma sœur et ma famille, quoi. mais j'avais, oui, à 5 ans, je me suis enjouée à minuit sonnant. À quoi? À minuit sonnant. C'est Et quoi, on se minuit cache, sonnant on se cache, on éteint tout, on se cache, il y en a un qui cherche. Et moi, j'étais cachée dans le placard avec le voisin à 5 ans. Alors? Il en avait 5 et demi. Ah oui, Alors? oui, vous me rassurez. Un vieux, déjà. Tu me demandais si j'étais déjà Ouais. amoureuse, je t'explique. Vous êtes sorti du placard à quel âge? À 10 ans et demi, j'ai embrassé. Ah ouais. Mais sur la bouche? Non. Sur la bouche, dans la paille. Waouh. Il s'appelait Jean-Charles Grégory. Oh. S'il nous écoute Et tu l'as encore. jamais oublié. Bah, c'était le premier à qui j'ai roulé un patin parce que il voulait m'embrasser. Je lui ai dit, mais je sais pas. Il m'a dit, je vais t'apprendre. Ça a été sa première paille et sa première pute à la fois. La paille et la poutre. Non, ça vous plaît pas ça? Ouais, moyen, je dirais. On a dit qu'on était rigolotes les filles Vous aujourd'hui. voulez que je vous dise, bah, parfois il y a Pierre Bénichou, il manque. On se retrouve après la pub. On va se gêner avec Sophie Garel, Isabelle Motro, Valérie Mérès, Jérôme Bonaldi, Philippe Alfonsi. Qu'est-ce que vous faites debout? Je suis la chauffeuse. Sophie a quitté sa place, enfin. Voilà. Sophie, restez assise. Je vous excite. Dans la mesure où je peux encore le faire cette année, bouger. Je n'avais pas lu tous les mails. Il en restait un. Et quand je vous dis que ce mail commence par il y a longtemps qu'il nous avait pas écrit Couillard. À qui s'en prend-il? Quelle horreur. Comment qu'elle m'excite, la mairesse. Allez, chacun son tour. Je Valérie, l'adore, moi, courage. votre rousse frisée avec ses yeux verts et ses 2 gros quotas laitiers. Même si elle apprécie pas toujours l'humour du père Couillard. Mais Ah, ça, c'est clair, hein. C'est sûr. Mais pour supporter ta production, il nous en a pas fallu, nous, de l'humour, hein? Elle nous en a fait des bouses discographiques, la mère Topalov des vinyles. Que des tubes dans Bidet Musique, comme Bombe Anatomique, par exemple. T'inquiète pas, la Mylène Farmer des disques qui se vendent pas. Je vais m'occuper personnellement de ton circuit intégré. Je vais voir de près ton système d'allumage. Tu vas apprécier mon uranium enrichi, crois-moi. Alors voilà ce que je vous propose, Laurent. Confiez votre nunuche Roukmout au cinéaste Cécile Bécouillard, qu'il y fasse faire des remakes à gros budget à votre Larousseau à gros seins. Des daubes au cinéma, elle en a pas fait peut-être, la potiche de Georges Belair. Continue. Elle en En a- 30 ans, on fait le tout. Elle en a commis des chefs-d'œuvre, la Marlène Jobert XXL. La mairesse. C'est un modèle de traçabilité en conneries cinématographiques, hein. Une véritable horloge. Déjà en 76, une grande année avec René Lacane. Tiens, je vais te faire tourner un remake de ton AV, ça s'appellera Roger le Gourdin. Elle saisit l'Yvette Horner au 7e art. René Lacane, j'avais un petit rôle et en 76, je faisais l'une chante l'autre pas d'Agnès Varda. Je trouve pas que ce soit une merde. Hein. Mais ça, à mon avis, il a pas vu Couillard. En 78, Dora et la lanterne magique. Encore c'est un chef-d'œuvre. Magnifique, un film magnifique. Le sergent-chef, Poxobut, il va te montrer la sienne de lanterne magique. Et voilà, Tu il a vas être fantasmé. branché sur du 220 du courant continu, je te le dis, moi ça s'arrête jamais, c'est le mouvement perpétuel, c'est de la pendule franc-comtoise garantie à vie. Son surnom à Poxobut, c'est Black & Decker, rapport aux perceuses. Après son passage, t'éclairera toute la nuit, tu peux me croire, Valérie Mérès. Non, mais il croit que c'est un film de cul ou quoi? En 80, t'as fait C'est pas moi, c'est lui. Au début, je croyais que c'était le nom du film. En réalité, c'était ce qui se disaient les 2 mecs qui s'engueulaient à la sortie du Cinoche pour savoir qui était le con qui avait acheté les places.
Mérès. En 83, Banzai. C'était le cri d'horreur que poussaient les spectateurs en évacuant la salle au bout de 10 minutes. Oh bah ça. Je vais te dire, il y en a plus d'un qui l'a vu, connard. En 85, gros dégueulasse. Et en 86, les frères Pétard. En 85, le sacrifice d'Andrei Tarkovsky. Ah, mais connais pas Gros ça. con. Allez, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que j'aille sortir le vermus de la rivière, même d'élevage. Les piranhas, ça reste agressif. Signé adjudant Roger Couillard, 42e régiment de parachutistes. PS, rien parce que t'es toujours resté naturel et que tu me fais bien rire, je retire tout ce que j'ai dit. Mais enfin bon, il connaît pas toute ma filmographie, celui-là. Oh, soyez gentil avec l'adjudant Couillard. Il s'est intéressé à votre filmographie quand même. Mais je m'en fiche de Couillard, moi. Oh, un peu d'humour, Valérie. Ah non, j'ai beaucoup d'humour, sauf sur les gros cons. Ça serait une femme, ça me dérangerait moins. Mais c'est peut-être une femme. Qui vous dit que ce n'est pas une femme? Eh ben, non, c'est sûr. une femme qui se fait appeler Couillard, hein, excusez-moi, alors elle fait pas partie des femmes que j'aime. C'est sûr que c'est pas une femme. Comment vous c'est pouvez pas savoir une femme. ça? C'est pas Parce le que- style d'une femme. D'abord, les femmes souvent ont un peu plus Vous d'humour que risquez ça. d'avoir une surprise. Non, moi je suis sûre. Le jour où Couillard se dévoilera? J'ai des infos sur Couillard. Ah bon? Ouais, Couillard, et oui. moi je pense que si Couillard est une femme, elle mériterait d'être un homme. Très bien, très bien. Parce que Couillard est une femme et puisque c'est la dernière émission avant Noël, je vous dévoilerai son nom dans cette émission. C'est pas vrai. Oui, Mais il faudra, ça sera dit comme ça ou mais c'est On fera quelqu'un une mise qu'on- en scène. il faudra qu'on devine le nom ou vous Il y lirez a comme longtemps que tu le sais, Laurent Ah non, je le sais depuis ce matin. Non. Ouais. Est-ce qu'on la connaît? Est-ce que les auditeurs la connaissent? Vous connaissez Couillard? Elle fait partie de notre émission? Non. Écrivaine? Ah. Actrice de cinéma? Ah bah alors ce genre de voilà. réponse, tu les donnes à Couillard, mon vieux, ça va pas, non? Ah, vous aimeriez savoir. Ah bah évidemment, Ah oui, maintenant qu'on a... Surtout oui. si Couillard s'appelle Couillard. Alors ça, vraiment, je Et ça me décevra de cette femme. Je Ah ne oui, sais moi pas aussi. qui ça sera. Je sais pas C'est qui tellement mais- masculin. Ah oui. Non, attends, ça peut être quelqu'un, ça peut être une femme très, 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 très hostile aux hommes. Tu Alors vois voilà. Oui, alors qui... C'est quelqu'un oui. qui charge très, très fort. Ça peut être une féministe. Ah. J'approche, hein, je C'est brûle. Isabelle Alonso. Bah non, Je puisqu'elle brûle. fait pas partie de Je sens que je l'émission. brûle. Elle fait pas partie de l'équipe. Il y a pas qu'Isabelle Alonso comme féministe. Non, mais elle fait pas partie fit de partie l'équipe. de l'équipe. Pardon. Elle fit partie de l'équipe. Non. Jamais. Jamais, elle est jamais venue à notre émission. Oh, peut-être, mais pas. C'est en pas tout une- cas, c'est pas pas- une récurrente. Mais C'est pas une récurrente. C'est pas une la sergente. C'est pas écrivain. une récurrente puisque c'est une féministe. Ah donc c'est une féministe. Allez, si vous trouvez, je vous le dis. Hein. Voilà. Je vous le dis. Il est bien Non, mais ce enfin, garçon. c'est Marianne James, Marianne James, non. mais c'est une humoriste. Oui, Plutôt. Ce serait plutôt. pas Juliette, Pardon. la chanteuse Juliette. La chanteuse Juliette. C'est Juliette. Bravo C'est pas Isabelle Motro. C'est Juliette. Pas du tout, je sais pas Ah qui bon c'est. Mais voyez qu'on arrive à faire marcher tout le monde hein, et qu'on arrive à trouver un nom plausible au bout de 2 minutes. Mais non, mais justement, ça m'aurait tellement étonné. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner à une info. Alors là, incroyable, triste en même temps. C'est dans Paris Match que j'ai découvert cette information. On a parlé de lui il y a maintenant 2 ans ou 3 ans parce qu'il était à nouveau papa. Il avait donc, j'imagine, 87 ou 88 ans à ce moment-là. Je parle et j'évoque là Julio Iglesias. Père, pas Julio le chanteur, mais le papa de Julio Iglesias, et donc Le grand-père d'Enrique. le grand-père d'Enrique, bravo. Julio Iglesias, le père du chanteur, il s'appelait aussi Julio Iglesias. Ils s'appellent tous Julio Iglesias, de père en fils. Julio Ça roule, hein. Iglesias, Ça doit être bien à le table. père du chanteur est décédé à l'âge de 90 ans. Et quelques jours auparavant, il venait d'annoncer qu'il allait être papa pour la 4e fois. Sa seconde femme, Rona Kate, qu'elle avait 42 ans, qu'il avait épousée en 2004 et avec qui il avait eu un garçon il y a 1 an, donc, attend donc toujours quand même un nouvel enfant. Et là, celui à 90 ans vient de mourir. Voilà, et ben celui-là, il va attendre son père pendant un bout de temps, hein, parce que quand on fait des gosses à cet âge-là, voilà. C'est vrai que c'est fou. Bah, remarque, hein, c'est pas étonnant, quoi. 90 ans, c'est une belle vie, quand même. Mais c'est bien, elle va être peinarde, elle va les Tu aider me comme diras, elle quand on veut. épouse une fille qui s'appelle Kate, ça te met en branle, hein. Mais tu es en forme toi aujourd'hui, tu sais. C'est incroyable. Non, mais c'est quand même dingue, c'est cette famille d'Iglesias. Des séducteurs, même des lapines lovers, on pourrait dire.
Des lapins lovers de père en fils, quoi. Vous vous rendez compte un peu quelle saga, quelle destinée familiale, quoi. À 90 ans, être encore papa, quoi, et mourir juste avant, quoi. Surtout, il est mort récemment? Ah bah oui, là, si je vous l'annonce, bon, s'il était mort il y a 10 ans, je vous l'annoncerai pas aujourd'hui. Il est déjà passé à côté de Noël, c'est déjà ça de gagner. Non mais, comment ça? Pour les enfants, tous les gosses, c'est les petits enfants, parce qu'il a une, non mais là, ce qui est enfants. triste, c'est qu'il venait d'avoir un enfant d'1 an, 1 an et demi, quoi, qui perd donc son papa, quand même. Ah oui, quand tu fais un gosse à 89 ans, tu penses pas que tu vas le féliciter pour son bac. C'est vrai, c'est logique. Il y a eu une autre disparition qu'on n'a pas évoquée ici, on l'a fait à la télévision, d'évoquer la mort d'Annette Streuberg. Ah oui. Et je dois dire. Je savais pas. Ah, vous saviez pas, vous, Valérie Mérès? Ah bah, au moins quelqu'un qui va pouvoir m'en parler, parce qu'à l'heure à la télévision, ils étaient nuls, les chroniqueurs, ce jour-là. C'est incroyable. J'ai regardé cette émission, j'étais choquée, je voulais plus y aller. Annette Streuberg a été une des femmes de Roger Vadim. Elle a eu une fille, Nathalie, avec Roger, et elle a vécu à Casablanca. Je crois que tu confonds. Nathalie, c'était avec Jane Fonda qu'il a eu. Non, c'est Vanessa avec Jane Fonda. D'accord. Tu ne peux pas m'avoir sur la vie de Roger Vadim, parce que justement, Annette Streuberg vivait à la rue derrière de chez moi à Casablanca après avoir été Il l'a mariée sortie avec du souk. Vadim. C'était une sublime beauté. Elle était magnifique, d'origine. mais ça n'était pas une très très bonne actrice par contre. Ah bon? C'est agréable, Non, ça. mais non, c'était. On peut le dire maintenant. Elle était magnifique. Elle était plutôt une mannequin qu'une actrice. Elle était au départ cover girl danoise. Ben voilà. Elle était l'image de la bière Tuborg, et elle était effectivement entrée dans le monde du cinéma au bras de Roger Vadim, alors qu'il était encore marié à Brigitte Bardot à ce moment-là. Voilà. Et elle a débuté à l'écran avec Les Liaisons dangereuses face à Gérard Philippe en 1960. Elle a commencé dans la bière et elle finit dans la bière. Oui. Oh, là, écoute, ça, c'est léger. Oh là Elle est en là. pleine forme. Ah non, là, je te suis pas. Festival. Son apparition nue dans le film fut d'abord interdite, puis finalement autorisée par le général de Gaulle. Et dans son second film, également film signé Roger Vadim, Et mourir de plaisir, elle embrassait une autre femme, Elsa Martinelli, sur la bouche, ce qui provoqua un nouveau scandale. Après, elle fit carrière en Italie, à l'époque de la fameuse Dolce Vita. Elle fut l'une des ambassadrices, des icônes de la Dolce Vita. Ses amours, entre autres. Alors là, on nous donne la liste avec Sacha Distel, Alain Delon, Omar Sharif, Warren Beatty, c'est incroyable la liste, quand même, elle s'en est fait quelques-uns. Mère de 3 enfants de 3 pères différents, et puis bon, hélas, on ne l'a pas revu beaucoup. Ensuite, elle a publié ses mémoires, qui s'appelaient Les Liaisons scandaleuses, le titre de ses mémoires, en collaboration avec Henri-Jean Servat, et Brigitte Bardot signait la préface du livre. Voilà, une des plus belles femmes du cinéma international, même si c'était pas une bonne comédienne. Très belle femme. Annette Streuberg. C'était bien de lui rendre hommage. Elle est morte jeune quand même. Oui. 67 ans. Elle a bien fait d'en profiter. Comment ça? Ça, c'est ma mère qui dirait ça, donc de temps en temps, c'est Noël, j'ai le droit de penser à ma famille. Ma mère dirait, elle a bien fait d'en profiter. D'avoir plein d'hommes, ça veut dire parce que Sophie, elle en a pas profité beaucoup. Et c'est mal barré. David Daour, c'est un contre-ténor israélien qui reprend un vieux thème anglais. Et pourquoi on a passé cette chanson? Parce que les auditeurs d'Europe 1 la réclament au standard de notre station. Dès qu'elle passe, il y a de nombreux auditeurs qui réagissent à chaque fois. Pourquoi? Vive les contre-ténors, parce qu'on redécouvre les très jolies voix. On va redécouvrir bientôt Alfred Deller, Henri Ledroit, James Bond. C'est quoi un contre-ténor? C'est pas un castrat. Quelqu'un qui est défavorable au ténor. Non. C'est juste en dessous de haute contre. Alfred Deller était haute contre. C'est Oh, ravishing delight. Alors ça, c'est une voix de tête, tandis que les contre-ténors ont une voix. On avait parlé avec Andrea Bocelli. C'est une voix de coffre, mais qui monte très haut. Oh, on force plus la voix. Sophie, vous avez une voix de quoi, vous, d'ailleurs? Une voix De Cointreau. Une voix de Cointreau? Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est parce que non, je pense que je suis pas loin du soprano, mais oui, c'est ça. Il faudrait pousser. Essayez voir un petit peu. C'est-à-dire que c'est soprano, mais patronné par Philippe Maurice. Alors donc c'est un peu moins bien. Juste pour nos auditeurs au cas où. C'est la fondation Philippe Maurice. Peut-être que vous pouvez encore faire un disque, on sait jamais. Je faisais très bien le chanteur de Mexico. Allez, ça, j'étais très bien. Je peux plus. Allez, encore une fois. Je peux plus. Essayez une fois pour moi. Allez, fais-le une dernière fois en 2005. Mexico. Parce que non, le truc que j'ai, c'est que j'ai une très belle tessiture. Oui. Et de belles jambes aussi, je voulais le rappeler. Il y a deux bricoles que ça, je tiens à la bien. radio, c'est... J'ai une belle tessiture. Alors, je peux chanter « Bonsoir, jolie madame ». Et puis, je peux chanter très haut. Je pouvais, en tout cas. Mexico. Donc, ça s'appelle une belle tessiture. Mexico. Allez, allez-y. Mexico. On va
pas se gêner, toujours avec Sophie Garel, Jérôme Bonaldi, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Valérie Mérès. Je me tourne vers vous, Philippe, car j'imagine que vous suivez ce qui se passe en Bolivie suite à l'élection de ce nouveau président Evo Morales qui a décidé de reprendre le contrôle du pétrole et du gaz. Les multinationales doivent le comprendre. La Bolivie doit profiter de ses ressources gazières qui seront la base de la nouvelle croissance économique du pays, a dit le nouveau président bolivien. Bah oui, ça fait peur à tout le monde, hein. Ah bah oui, ça s'est sorti du chapeau comme ça tout d'un coup. Un président d'extrême gauche, qu'est-ce que ça veut dire? Que fait la CIA? Que fait la CIA? Ça encore en place. Ouais. D'habitude, en fin de mon temps, on mettait un Pinochet à la place, quoi. Ouais. C'est bizarre, ça a beaucoup perdu, l'impérialisme américain. Ce type est encore en place, ça fait bien 2 semaines. Mais oui, ça fait 2 semaines. Oui, mais tu sais, ils sont très occupés en Irak. Je sais pas si tu sais. Mais... En tout cas, Libération titrait cette semaine Printemps indien en Amérique latine. C'est vrai qu'il y a un changement dans cette partie du monde. Bah oui, écoutez, ça finira bien par bouger depuis le temps que ça a des révolutions en Amérique latine. Ça finira bien un jour par bouger. Mais quand même, avec le gros voisin qu'ils ont, CIA réveillé ou pas, ils vont avoir du mal. C'est un pays où je rêve d'aller un jour, moi, la Bolivie, parce que quand j'étais un peu plus jeune, adolescent, il y avait, vous savez, les encyclopédies Atlas qui vous faisaient voyager, là. On achetait un fascicule toutes les semaines. Moi, j'avais fait la collection. Et le premier, c'était la Bolivie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis pas trompé cette semaine. Les chroniqueurs m'ont repris parce que j'avais dit que c'était La Paz qui était la capitale de la Bolivie. Et c'est bien La Paz. Ça, je savais, j'avais lu à l'époque mon encyclopédie Atlas. J'ai acheté Alpha Junior aussi. Vous vous souvenez d'Alpha Junior? Oui. Oui. Tu connais Simon Bolivar, du coup? Il est dans Tintin, lui. Non, parce que j'ai redoublé, j'étais pas dans la même classe que lui après. D'accord. Il a une station de métro, je le connais. Et est-ce que tu étais abonné à Tout l'Univers à propos de ces choses-là? Ah non. T'as pas connu les Tout l'Univers? Non. Ah, c'était formidable, c'était une fois par semaine, on les gardait en encyclopédie, et une fois par trimestre, on achetait le dos cartonné, et ça faisait comme une encyclopédie, comme l'universaliste, tu vois. Tout l'Univers, une époque. On n'a pas tous eu la même culture. Moi, je faisais acheter du camembert à mes parents parce qu'il y avait des fleurs en plastique dans les camemberts. Je faisais des bouquets à la fin. Ça sentait moyen, mais c'était, il y avait des fleurs en plastique dans les camemberts. Et les dans les yaourts. Les cartes dans les yaourts. Ouais. Et moi, je m'intéressais plus au conquimador qu'au conquistador. Il y avait les timbres dans le chocolat, c'est moi. Il y a toujours ça dans les cornflakes, il y a des petits objets comme ça. Ah oui, dans les cornflakes, maintenant, il y a des objets, mais c'est moins de l'ordre de la collection que de l'objet qu'il faut avoir. Alors, c'est des trucs, c'est pas comme les trucs dans les œufs, là, que moi, je trouve Kinder formidable. Surprise. Ça, je rêverais de rencontrer les gens qui fabriquent les petits bidules. Ça, alors. Mais c'est d'une ingéniosité. C'est formidable. Mais c'est extraordinaire. Comment ils arrivent à faire rentrer ça dans l'œuf, hein? Non, c'est pas ça que je vais dire. Non, mais c'est extraordinaire. C'est d'abord c'est souvent très mignon. Parce que ça lui fait mal à la poule quand elle prend une Kinder Surprise. Mais non, mais c'est extraordinaire. Moi, voilà, c'est un truc, j'aimerais rencontrer les gens mais qui tu peux font le faire, ça. il y a un site internet sur le... C'est vrai? Oui, sur les Kinder Surprise. Ça, Bonaldi est incollable là-dessus. Non, mais vous voyez, c'est formidable quand même. Il y a des livres écrits là-dessus. On est parti d'une révolution extraordinaire en Amérique latine. On fait 1 minute dessus, et sur les Kinder, on fait 3 minutes quand même. Je vous dis que c'est quand même pas mal là. C'est pas parce qu'il y a une auditrice qui s'intéresse à ce que vous dites dans cette émission que d'un seul coup, faut reprendre le pouvoir. On t'a laissé parler déjà pendant la minute. T'avais qu'à remplir, t'avais qu'à aller plus loin. Qu'est-ce que tu veux? Nous, on rêve de vous écouter pendant 1 heure sur la Bolivie. Allez-y, allez-y, mais non, c'est pas ça. Je vous dis simplement 1 minute sur la Bolivie, 3 minutes sur Kinder. Qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus sur la Bolivie, Philippe? Non, mais on a dit les choses importantes. Mais pourquoi on a dérapé sur Kinder? J'ai pas compris. Parce que c'est ça aussi la vie, vous comprenez? Et Simon Bolivar, à la fin de sa vie, quand il meurt sur son lit, il dit, dans un râle d'agonie, Bolivar, il dit, j'ai labouré la mer. Et elle s'appelait comment? C'est beau, ça. Oh non! Jolie phrase, Sophie, je t'en prie, Madeleine Bolivar! Arrête d'être drôle! 1 seconde de plus en 2005. Alors là... Ça va pas nous rajeunir. Ça, c'est un sujet intéressant. Vous avez intérêt à bien m'écouter. Particulièrement vous, Valérie. Essayez de comprendre ce que je vais vous dire. Ouais, ça m'intéresse. Prenez un papier, un stylo. Le 31 décembre à minuit, l'année 2005 sera prolongée d'1 seconde. Du moins, celle mesurée par les 250 horloges atomiques qui donnent le temps universel coordonné, le TUC. Temps universel coordonné, le TUC. L'ajout de cette seconde, explique l'Observatoire de Paris, l'un des hauts lieux de cette garde du temps, va permettre de rattraper le retard pris par la Terre sur le temps universel coordonné. En effet, la rotation de la planète sur elle-même ralentit
constamment depuis sa formation il y a 4,5 milliards d'années, en raison des effets, et Jérôme Bonaldi ne me contredira pas, des effets d'attraction lunisolaire et des forces induites par ses constituants internes, l'atmosphère et les océans. D'où une contradiction, chère Valérie, entre la durée mesurée par la rotation de la planète et la définition moderne du temps fondée sur la mesure des phénomènes de physique fondamentaux bien plus réguliers. Vous vous rendez compte qu'on va vivre une seconde de plus cette année? Et ça. Ce qui est intéressant, c'est que dans 60 ans, on pourra faire un œuf coq gratuit. Non, c'est pas une seconde par an. Hein. Expliquez-moi alors, c'est parce qu'elle est fatiguée qu'elle tourne moins vite la Terre? Ouais. Et puis parce qu'on n'arrête pas de faire des barrages. Les barrages, il y a des marées. Tu vois, imagine, tu fais tourner une boule comme ça, et puis tu fais des petites choses qui bougent à l'intérieur, comme une balle de tennis dans laquelle il y aurait un petit insecte, tu vois, elle tourne moins vite. Et donc la Terre, elle ralentit. Ah oui, puis il y a beaucoup d'obèses aussi. Attends, il y a de plus en plus d'obèses, donc c'est. Et de gens qui vont vite dessus. Tourner. Le fait de faire des barrages, ça ralentit la flotte qui coule dans tous les sens. Peut-être qu'on devrait marcher dans le sens où la Terre tourne, ça l'aiderait. Ah oui. Oui, ça pourrait l'aider. Alors, il faudrait tous marcher à l'est. Et en accélérant un peu, tu vois, tu accélères vite en tournant vers l'est, ça accélérerait un petit peu. Mais c'est vrai, hein, ça change le mouvement d'inertie. La dernière blague qui court, car on va quitter la Terre pour revenir plus les deux pieds dessus, quoi, en fait. Hein. Oui. La dernière blague qui court à Washington, vous la connaissez, mon cher Alfonsi? Une blague de blonde? Non, c'est à propos de George Bush. Oh, oui, parce que vous savez que sa cote dans les sondages n'est vraiment pas bonne du tout, hein, au point qu'on l'appelle Chirac là-bas parfois. Mais c'est pas la blague qui court. D'ailleurs, moins drôle leur blague. J'aurais dû me contenter de la mienne. Tiens, George Bush est tellement impopulaire qu'on l'a pas invité à la Christmas party de la Maison Blanche. Oh. C'est joli. Ah, bon, voilà ce qu'on raconte. Quoi? Non, c'est moyen. Drôle, je préférais la vôtre. Ah oui, la vôtre était plus drôle. Merci, mais c'est pour ça que vous êtes ici. Flagorné, il en restera toujours quelque chose. Une histoire de requins, deux rameurs néo-zélandais qui tentaient de rallier à la rame les îles Canaries à Antigua, c'est aux Caraïbes, ont été attaqués pendant 15 minutes par un requin de 3,50 m mardi au milieu de l'océan Atlantique sur leur site internet Tara Remington et Aaron Watkin racontent... Ils ont été attaqués sur le site internet? Non, ils racontent sur leur site internet parce qu'ils rament, puis de temps en temps ils tapent sur leur ordinateur et ils racontent qu'ils ont été obligés de se blottir l'un contre l'autre dans la cabine de leur petit bateau pendant que le requin martelait l'embarcation. Vous imaginez un peu? C'est beau, c'est un couple qui d'un seul coup est là en train de se blottir et il y a le requin qui... Mais alors, qu'est-ce qui leur est arrivé pour finir? Il est parti, le requin. Il est parti. Ils l'ont pas laissé rentrer, et donc il s'est dit, bon, j'arrête de frapper. Il m'aime pas. Le plus effrayant, ont-ils raconté sur leur site internet, c'est que la veille, ils étaient dans l'eau pour nettoyer la coque. Et ils se disent qu'évidemment, s'ils avaient été dans l'eau à ce moment-là, qu'aurait fait le requin? Et ces deux garçons, les pagayeurs, Tara Remington et Aaron Watkin, on imagine que c'est un couple. Un requin de 3,50 m. Vous n'y croyez pas, Bonaldi? Sans doute, si, pourquoi pas. Je m'entends pas un peu le coquillard. Quand t'es dans cette situation, moi je l'aurais fait à 4 mètres, hein. Je comprends pas ce que vous dites. dites. Parce qu'il les soupçonne d'avoir exagéré. Voilà, Bonaldi soupçonne 3 mètres, même 2,20 m, déjà il est présent, le requin. Tu discutes pas sur les déclarations de ces gens-là. Oui, sur la longueur, ça n'empêche pas qu'il a des dents, hein. Oui. Et de ranger même. Oui. C'est bien, Valérie. C'est ça qui fait peur, c'est les Bien dents sûr. du requin. Voilà, on parle d'autre chose. Voilà. Parce que là, Qu'est-ce qui devient, Simon Bolivar? Et donc, c'était Atlas que tu lisais quand tu étais petit, c'est ça? Pourquoi vous me demandez ça? Parce qu'il voudrait qu'on parle d'autre chose, je pense. Pardon, mais l'aventure humaine, si ça ne vous plaît pas, moi je trouve ça fabuleux. Deux personnes qui rament comme ça, un couple, et qui d'un seul coup sont là. Mais on s'entend pas, le coquillard, ils ont même pas besoin de nager, ils prennent les alizés, ils sont partis pour aller à Antigua. Le mec, tu rames pas, de toute façon, le vent te pousse. Donc, ils sont là sur leur bateau, de temps en temps, ils rament, mais le reste du temps, c'est pas la peine de te faire chier. Tu prends les Champs-Élysées, il y a plein de requins aussi, hein. Mais non, mais... Sophie est en forme, mesdames et messieurs. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que je rajeunis avec cette seconde que vous m'avez donnée. Je suis en train de dire les conneries que je disais il y a 40 ans. Allez, on se retrouve après la pub. Un petit sujet puisque c'est Noël, l'alchimie du macaron. C'est dans le Nouvel Observateur qu'on peut trouver une page entière sous la plume de Fabien Gruyer, une page entière consacrée à ce qu'on appelle la poule aux odeurs des pâtissiers, pas aux odeurs, aux odeurs. La poule aux odeurs. Je me demandais ce que c'était, c'est joli ça aussi. La poule aux odeurs. Le
secret du gâteau authentique nous est donné dans l'Obs cette semaine. Pourquoi je vous en parle? C'est curieux parce que j'aime pas ça, moi. Et c'est un appel que je voudrais lancer en cette période de fin d'année. Ne m'offrez pas de macarons. En même temps, ça me permet après de les offrir à d'autres, mais je sais pas quelle folie il y a autour de ces petits gâteaux-là. C'est à cause de Pierre Hermé. D'abord, c'est joli, c'est séduisant. Ça, d'accord, c'est joli, mais c'est pas bon. Non, enfin, c'est meilleur, c'est plus léger qu'une grosse bûche au chocolat pleine de crème qui dégouline. Non, ça, je trouve ça sympa. Avec un sorbet, c'est délicieux. Le macaron est d'origine italienne, nous rappelle le Nouvel Obs. Ça aurait été introduit en France. Les fameux macaronis. Non. En 1553, 33 même pour être très précis, par les pâtissiers de Catherine de Médicis, l'épouse du roi Henri II. Plébiscité par la cour, le macaron fut aussitôt adopté par diverses congrégations religieuses, dont les bénédictines, qui n'avaient pas le droit de manger de viande, mais auxquelles il était permis de se rattraper sur les desserts. Ce sont donc deux religieuses bénédictines qui, chassées par la Révolution et contraintes d'ouvrir une boutique pour survivre, lancèrent les célèbres macarons de Nancy. Aujourd'hui, le secret de leur recette est la boutique de la maison des Sœurs Macarons. Ça existe, la boutique des Sœurs Macarons? Oui, c'est à Nancy. Voilà, à Nancy. Existe toujours. Et le secret est détenu par un gardien vigilant qui s'appelle Nicolas Génaud, mais qui nous dit juste, voilà, il faut des amandes, du sucre, du blanc d'œuf. Je peux pas vous en dire plus. Mais Fabien Gruyé, d'habitude, c'est un journaliste scientifique. Il doit sûrement avoir percé le secret de la fabrication scientifique de ce truc-là, non? Ah, il dit qu'effectivement, on peut trouver le secret sur le site internet de la Société française de chimie. Vous avez raison, Bonaldi. Voyez, l'adjonction d'un peu de poudre d'amande transformerait les macarons en macarons époustouflants que les sœurs bénédictines jugeraient peut-être diaboliques. En tout cas, des informations sur la physico-chimie du macaron sont disponibles sur le site internet que je vous ai cité, cher Jérôme, si vous voulez en savoir plus sur le macaron. On peut recommander un livre? La magie dans la casserole. Hervétis, c'est un type qui est formidable. La magie dans la casserole. Oui, ça explique pourquoi et comment ça marche. Tu sors que des lapins, tu penses, si t'as envie de manger d'autres choses. Mais non, mais pourquoi est-ce qu'il faut des œufs à la bonne température quand on peut faire monter une mayonnaise? Si tu commences à réfléchir quand tu fais la cuisine, alors moi je ne fais plus la cuisine. Mon chéri, tu la feras jamais. Mais sans réfléchir. Soupe raciste à Nice. C'est fait exprès tous les mercredis depuis 3 semaines à Nice. L'association Solidaretta, proche d'un groupuscule d'extrême droite qui s'appelle le Bloc Identitaire, distribue au sans domicile fixe une soupe au porc. Nous tenons à incorporer du lard dans cette soupe populaire parce que nous vivons en France, pays où le cochon a toujours tenu une place prépondérante dans l'alimentation traditionnelle de ses habitants, explique un tract de ce groupe d'extrême droite. Un ingrédient qui n'est pas dû au hasard. Évidemment, ni les juifs ni les musulmans ne mangent de cochon, donc les SDF musulmans et juifs n'ont pas le droit à cette soupe niçoise. En même temps, quand on a faim, moi, je serais j'irais quand même le bouffer et puis dire rien à personne. Mais il y a des gens qui... Et emmerder ce groupe d'extrême droite. Non, mais ça, bien sûr, la conclusion que vous avez est tout à fait logique, sauf que c'est vraiment honteux au départ. Ce qui est terrible, c'est que justement, quand on a faim et qu'on est obligé de manger ça et que ça vous retourne les tripes parce que vous avez des croyances qui vous empêchent de le manger, c'est dégueulasse. Voilà. Ça fait double douleur. Alors, il faut interdire cette soupe. Il faut interdire cette soupe. Non mais c'est vrai. Bon. Alors voilà. C'est pas. Ou alors il faut faire deux soupes. Faut faire deux bien soupes. sûr. Mais ça veut dire qu'à la soupe populaire, par exemple, non mais c'est une vraie question que je pose là. Il n'y a pas d'arrière-pensée politique quoi que ce soit. À la soupe populaire, il n'y a jamais de cochon ou de lard dans ce genre de soupe. Et dans le secours catholique, qui est un secours populaire comme un autre, eh ben il ne fait pas non plus de cochon. Ils font exprès, ils pensent. Mais j'ignorais. Ouais. Pour justement que tout le monde puisse en manger. C'est une drôle de provocation. Ouais, c'est dégueulasse. Drôle de provocation. Franchement, ça met mal à l'aise. Mais c'est bouffe et sois malheureux, tu vois, c'est ça. Bouffe et tords-toi les tripes. C'est nos pauvres à nous. Ça rappelle la chanson de Jacques Brel, la dame patronesse qui tricotait pour ses pauvres des tissus avec de la laine cacadois pour reconnaître ses pauvres à soi. Qu'est-ce que c'est? C'était la chanson de Jacques Brel. Une chanson de Jacques Brel. C'est dans laquelle. C'est quoi cette histoire? Attendez, j'ai pas bien compris. Une vieille chanson de Jacques Brel qui dit: je suis une dame patronesse et moi je fais les tricots pour mes pauvres. Je les fais en cacadois pour reconnaître mes pauvres à moi. Un groupe anglais que vous connaissez qui s'appelle Coldplay s'attribue la première place des meilleures ventes d'albums en France pour cette année 2005. La semaine prochaine, vendredi et jeudi prochain, nous ferons une rétrospective de l'année 2005, mois par mois, grâce au journal Le Parisien aujourd'hui en France, qui nous a offert toutes ces unes de l'année, jour après jour. Mais on peut d'ores et déjà dire que dans l'industrie du disque, c'est le groupe Coldplay qui en 2005 a vendu le plus d'albums, devant Moby, devant Alain Souchon, Madonna
Robbie Williams et Dépêche Mode. L'occasion donc pour nous d'écouter Coldplay avec Speed of Light. Le livre choisi ce vendredi, dont on va nous parler d'abord Sophie Garel et toute l'équipe ici présente, est un livre dont je ne peux pas citer l'auteur, puisqu'ils sont nombreux à avoir chacun signé une nouvelle. Toutes ces nouvelles ont été recueillies par Sylvie Leuillet pour cet ouvrage publié chez Gallimard qui s'intitule « Vue de la Lune ». Alors parmi les auteurs qui ont travaillé chacun une nouvelle, vous avez Philippe Claudel, vous avez Jean-Marie Laclaftine, Delphine Coulin, Vincent Ravalec, Emmanuel Pierrat, enfin, je ne peux pas tous les citer. Sophie, que pensez-vous de ce recueil de nouvelles Vue de la Lune? D'abord, un petit mot sur Sylvie Leuillet, qui, elle, a rassemblé ces nouvelles. C'est une comédienne que l'on connaît. Elle participait régulièrement à Caméra Café. Et cette jeune femme, cette jeune comédienne, a eu un pépin de santé grave. Et elle a été bloquée dans son lit pendant de nombreux mois. Son secours, ça a été la lecture. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'il faut répercuter très souvent. Combien la lecture peut sauver de beaucoup de choses. Et elle s'est dit, pour essayer de minimiser sa douleur, sa misère, elle s'est souvenue que quand elle était petite, elle imaginait que vue de la Lune, on pouvait regarder le monde et qu'on n'était pas grand-chose les uns et les autres. Bon, alors elle a demandé à plusieurs écrivains, des écrivains qui sont en vogue et qui ont la cote, d'écrire des nouvelles. Et l'avantage de ce livre, c'est que ce sont des petites nouvelles qui sont supposées être toutes optimistes. Moi, je les ai pas toutes trouvées optimistes. Il y en a certaines qui m'ont bouleversée, émue, mais est-ce que l'émotion, c'est pas aussi vivre dans l'optimisme, c'est-à-dire vivre des sentiments? Il y en a qui sont plus ou moins fortes, il y en a que j'ai préférées à d'autres. Celle que vous avez préférée, justement. Celle que j'ai préférée. C'est difficile, parce que j'ai beaucoup aimé celle de David Fuenquinos, un gars qui se retrouve à l'hôpital et qui a perdu la mémoire, et il voit défiler deux Polonais avec leurs brancards et les blessés ou les malades qui tombent de ce brancard parce que c'est déséquilibré, et à un moment donné, il éclate de rire, et il retrouve la mémoire grâce au rire. Mais il retrouve la mémoire avec ses souffrances. Pourquoi avait-il perdu la mémoire? Parce qu'il avait eu une souffrance. Mais le psychiatre qui le soigne lui dit, peut-être que ce moment d'absence dans votre esprit était nécessaire pour soigner ce chagrin que vous aviez. Et maintenant, vous redémarrez une vie. C'est assez joli. Et pour tout le monde, il y a des idées absolument géniales. Yves Simon en a trouvé une qui lui ressemble pas du tout. Lui qui a plutôt une écriture assez, je dirais pas classique, mais austère. Oui, assez austère. Là, il a trouvé une histoire. Pas austère, mais Yves Simon. Voilà. Il a trouvé une histoire d'un citoyen ordinaire, un mec qui est bien propre sur lui, qui fait tout ce qu'il faut quand il faut, qui paye ses impôts, qui paye sa taxe d'habitation. Un jour, il reçoit une lettre du tribunal. Du préfet de police. Du préfet de police, il a angoissé comme un furieux. Pendant tout le week-end, il fait des rêves dramatiques, il s'imagine avoir fait des choses cochonnes, lamentables et tout ça. Et puis il arrive et en fait, on l'avait remarqué comme étant un citoyen admirable et on voulait le décorer. C'est charmant. Ce sont des bluettes, mais charmantes. Et il y en a qui sont tristes aussi. Il y a un gars qui meurt à Sarajevo, mais il meurt en sauvant sa mort, si je puis dire. Parce qu'il était condamné, il avait fait une fibroscopie, il savait qu'il en avait pour peu de temps, il avait un cancer de l'estomac. Il s'est dit, je vais pas rester ici avec tous les gens qui vont avoir de la compassion pour moi. Je vais aller à Sarajevo. Autant que ma mort soit utile. Et il a vu une dernière histoire d'amour formidable. Il s'aperçoit même pas qu'il meurt. En tout cas, il meurt pas de ça. Il meurt dans l'absolu, il revit. Vue de la Lune, c'est chez Gallimard, un recueil de nouvelles réuni par Sylvie Leuillet. Alors, on a cité Yves Simon, on peut aussi citer Marie Nimier, Christophe Dufossé, Serge Joncourt, Catherine Lecandreau, il y en a des tas, Cyril Montana. Philippe Alfonsi, alors, vous? Tout ce que vient de dire Sophie, moi, je y souscris. De toute façon, on peut pas dire de mal de ce livre, étant donné que ça a été fait avec à la fois ce cœur et cette bonne intention de Leuillet. Bon, je crois pas. On peut pas dire de mal de ce livre. Il y a bien évidemment, et elle le dit elle-même dans sa présentation, il y en a qu'on préfère. Moi, je dirais même, il y en a qu'on déteste. Mais il y en a d'autres qui sont très très belles. Toujours très court, très rapide, très bien. Il y en a qui sont un peu bâclés. Vous savez, ça m'a un peu donné cette impression. Il y a 2-3 auteurs dont je ne dirais pas les noms. Ah bah si, c'est intéressant. Non, c'est pas la peine. C'est pas un livre dont il faut dire de mal. Mais je dirais juste ça. Je trouve qu'il y a quelques nouvelles qui sont écrites par des gens. Vous savez, ça ressemble un petit peu à ces familles bourgeoises où on s'est acheté un costume mal coupé et on le donne à l'abbé Pierre. Voilà. Bon, ça, il y a 2-3 nouvelles qui sont un peu des costumes mal coupés. Ce que vous voulez dire, c'est que ces auteurs-là, quand Sylvie Leuillet les a appelés, ils ont dit oui, on va vous donner une nouvelle, mais ils sont pas trop foulés pour l'écrire. Non, ils l'ont ressorti d'un fond de tiroir qui était jamais bon. Mais enfin, sinon, il y en a des très très jolies, c'est vrai. Il y en a une ou deux qui crispent un peu. Celle, en effet, du type qui va mourir à Sarajevo. Il s'appelle Alexandre Zanetti. Ouais, c'est très fort. C'est une très très belle nouvelle. Alors en effet, elle n'est pas du tout à sa place dans ce bouquin, et pourtant c'est une très belle nouvelle. Alors celle-là, et c'est pas parce qu'il veut aller mourir pour être utile. Il veut aller partager la mort avec les autres.
Et ça, je trouve, une assez belle idée. Et c'est peut-être la seule chose qui soit positive, en effet, dans cette nouvelle-là. C'est un beau livre. Il y a des belles nouvelles dans ce livre. Voilà. Isabelle Motro. Alors moi, ma préférée des nouvelles, puisque finalement, disons chacun notre préféré, je pense que c'est le mieux. C'est trop tard. C'est La beauté du vieux cheval de Delphine Coulin, que je ne connaissais pas, et qui raconte en fait l'histoire d'une jeune étudiante argentine qui a 19 ans, qui n'a pas d'argent et qui donc, elle répond à une petite annonce, c'est chambre de bonne contre quelques heures de ménage, compagnie et cuisine, et elle tombe sur un vieux monsieur assez désagréable au départ, qui est plutôt revêche, et puis de fil en aiguille, une relation incroyable va s'établir entre eux. Lui, il est très vieux quand même, et puis vraiment, c'est un taiseux, quoi. Et puis elle va commencer à faire à manger. Et par le biais de la cuisine, des odeurs et de ses mains dans la farine, pour lesquelles il a visiblement une passion, eh bien, il va s'établir, une relation qui fait que on se dit, bah oui, finalement, on part de rien, d'un truc complètement improbable. Il peut se créer des liens entre des gens que tout oppose. Et c'est formidable. Valérie Mérès. Ben moi, c'est vrai que ce que dit Sophie est très juste, mais c'est vrai que je suis pas une liseuse de nouvelles. Moi. C'est trop court, ça m'énerve, parce que soit j'aime pas. À ce moment-là, en effet, c'est bien que ça soit court. Et quand j'aime, j'ai envie que ça aille plus loin. Qu'il y ait le roman derrière, oui. Voilà. Donc, c'est vrai que les nouvelles, ça me frustre, quoi. Maintenant, si je dois dire mon avis, ma préférée, c'est Le voyage à Rome de Catherine Lancaudreau, parce que qu'est-ce que t'as envie d'aller à Rome, quoi. Mais c'est vrai que je suis frustrée, quoi. Je suis frustrée que ça ne continue pas. L'avantage, justement, de ces nouvelles sur 5 ou 6 pages, et là, il y en a quand même une vingtaine de nouvelles. L'avantage, c'est que sur 5 ou 6 pages, pour des auteurs que vous n'avez jamais lus, ça peut vous donner envie ensuite d'acheter leur livre. Absolument. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est le contraire. Moi, je trouve que c'est formidable parce que c'est court. Pour tous ceux qui n'aiment pas lire, qui n'ont perdu le goût de la lecture, voilà un livre formidable à offrir. C'est aussi beau que quand on découvrait les macarons. Non, que Dino Buzzati. Le cas de Dino Buzzati a donné à des tas de gens l'envie de lire. Voilà un livre qui est facile à prendre en main. Et chaque fois, c'est une idée de scénar. Parfait, ça s'appelle Joli petit livre à acheter. Vue de la Lune. C'est chez Gallimard, des nouvelles réunies par Sylvie Loyer. Je crois qu'on a cité à peu près tous les auteurs. François Valéjo aussi, Suzy Morgenstern, Eric Holder, Eric Reinhardt, Louis Bell. Je crois qu'on a Alain Mabankou qu'on n'avait pas cité. Ravelec. Il y a Marine Nimier aussi. Marine Nimier, je l'ai fait aussi. Bref, Arnaud Guyon, voilà, je crois qu'on les a tous cités. Leurs textes sont donc effectivement recueillis par Sylvie Loyer dans Vue de la Lune chez Gallimard. On se retrouve dans un instant avec Serge Liado. On va se gêner avec Alfonsi, Motro, Garel, Mérès, Bonaldi et Serge Liado avec une chronique un peu spéciale pour cette dernière émission d'avant Noël, mais on sera là la semaine prochaine à partir de 16h30, n'oubliez pas. Serge, ce n'est pas vraiment la même chronique que d'habitude. Pas tout à fait, parce qu'il y avait des des petits bouts de musique qui traînaient un petit peu. C'était vraiment trop court pour faire un montage. Alors j'ai préparé un assortiment où il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 5 ou 6, pour montrer qu'il y a beaucoup de chansons de variété actuelle, des génériques, des musiques de films qui sont inspirées par des bouts de musique classique. Mais attention, ce ne sont pas des adaptations. Il n'y a pas la marque ni la signature du compositeur classique. Alors je vous ai emballé tout ça sous forme de conte de Noël. Très bien, un joli conte de Noël signé Serge Liado. En entendant le feu crépiter dans la cheminée, ça m'a rappelé le bruit de fond des vieux disques en vinyle. Et puis ces souliers alignés dans la cheminée, ça me fait penser qu'il y a des chansons, des musiques qui, comme des êtres humains, attendent finalement de trouver l'âme sœur, de trouver chaussures à leurs pieds. Alors je vous propose aujourd'hui d'apparenter une musique avec une autre chanson. Par exemple, la danse hongroise numéro 4 de Brahms. Avec Love Story, la bande du film de Francis Lay, une histoire d'amour. Ce beau morceau classique Dichterliebe qui était de Robert Schumann. Avec Maria Magdalena, immortalisée par Julie Pietri. De cette chanson s'efface, elle ne les oubliera pas. Elle pleure parfois, mais tout bas, c'est son
Havanaise de Camille Saint-Saëns. Avec Rossignol de mes amours, de Luis Mariano. Il était une fois une fille de roi, au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Très étonnant aussi, la rhapsodie hongroise numéro 6 de Liszt. Avec Ne me quitte pas, moi, de Brel. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Toujours plus fort, dans l'antre du roi de la montagne de Grieg. Avec l'inspecteur Gadget. Puis pour finir, une chanson de circonstance. O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Ah oui, et ça ressemble beaucoup, tout le monde l'a remarqué d'ailleurs, à la fameuse marche nuptiale des Américains qui est tirée de Lohengrin de Wagner. Et finalement, vous voyez, ça finit par un mariage. Tout est bien qui finit bien, qui se ressemble, s'assemble. Mariage en grande pompe. Et à propos de pompe, finalement, il y en a quelques-uns qui ont pompé, là. Bravo, Serge Liado. Bravo, superbe. Un joli conte de Noël, un beau travail. Super. Vous méritez votre cadeau de Noël. Vous aurez le droit, parce que vraiment, c'est une vraie générosité de ma part, à une boîte de macarons. On en a offert. De toutes les couleurs. Merci beaucoup, monsieur Je Riquier. vous en prie. Bonne fête de Noël. On se Bonne retrouve Noël à vous la semaine tous. prochaine. Salut Je vous Serge. embrasse. Ciao. Ah, tout Paris en parle depuis que ça a été annoncé hier. Alain Delon va remonter sur scène avec Mireille Darc. Ça, alors, c'est vraiment un scoop, là. Un scoop, parce que Delon, c'est vrai qu'on l'a vu pas mal au théâtre ces dernières années, mais Mireille Darc, ça remonte, comme dirait l'autre. Mireille Darc, on l'a vu dans des séries télévisées, mais sur scène. Puis ça a été un couple quand même assez. Et alors, en plus, vous savez dans quoi ils vont jouer, Alain Delon et Mireille Darc? Non. Ah, si je vous dis Meryl Streep et Clint Eastwood. Oh là là, Oh, le Out of Africa. Sur la route Sur de la route de Madison. Madison. Oh là là, sur la route de Madison, c'est Voilà. pas vrai. Alain Delon et Mireille va être Darc quelque dans chose. Sur la route de Madison à partir de janvier 2007 au théâtre Marigny. Une adaptation du film de Clint Eastwood Sur la route de Madison. Non, là, j'avoue que ça donne envie, hein. Non? Ah bah oui, c'est une une merveille belle, le film. C'est un beau mélo. Il jouait quel rôle, Clint Eastwood? C'était Le photographe, Un photographe. National Geographic. Je cherchais son métier. Ouais, Voilà, un photographe Mais je sais de pas si National Geographic. Il va peut-être pas reprendre enfin, ils vont peut-être l'adapter parce que ce qui était intéressant, c'est intéressant au cinéma, mais au théâtre, je sais pas comment il va. Parce qu'il y a des photos de la nature Ouais, magnifiques comment ils au vont théâtre. Ça faire va Il y aura être des au diapos. théâtre. Il y aura des Ah, diapos. d'accord. Ah oui, c'est ça, oui. Non, mais, là, vous cherchez la petite bête, c'est quand même avant tout. C'est vrai que bien sûr, on voyait, je me souviens du film, on voyait de temps en temps des superbes paysages, mais c'est quand même un huis clos, quoi. Oui, ça se c'est passe vrai, quand c'est même dans un lieu unique. Non, si c'est bien adapté, ça peut être. Oh, puis alors, ça peut surtout, être on super, peut faire ouais. confiance à Alain Delon pour être aussi bon comédien que Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Je c'est? suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'elle va chercher là? Alain C'est pas Delon, l'esprit de quand- Noël qui souffle C'est là. un bon comédien, quoi que t'en Alain dises. Delon, quand il s'y met, il est Ah oui, formidable. il est Et formidable. il va s'y mettre là. Voilà. Il serait temps. Oh, arrêtez. Ça fait quand même longtemps. Non, mais il a un peu perdu la foi, quand C'est même, vrai non qu'il a tendance à pas se faire diriger, mais quand il est dirigé, il est il est exceptionnel. formidable. Quand il a Mais qui va un le mec qui a des diriger couilles, qui le met en scène, il est formidable. Ah bah c'est mis en le scène par dirige l'adjudant Couillard. Ah, voilà. Alors là, d'accord. 2005 au Karcher. Je sais pas si vous avez lu ces quelques pages dans le Nouvel Obs cette semaine. Comme je vous l'ai dit, jeudi et vendredi prochain,
on fera une petite rétrospective de l'année 2005. Et l'Obs, évidemment, c'est plié à cette règle de tous les hebdomadaires et tous les magazines en cette fin d'année de revisiter l'année passée. Mais là, l'Obs l'a fait de façon amusante parce que c'est un peu une sorte de bêtisier, des bêtises qui ont été dites ou faites, ou des ratages de l'année. Alors, je vais pas tout dire, vous n'aurez qu'à feuilleter les pages de l'Obs pour ça. Mais par exemple, dans les choses amusantes, il y a l'arroseur arrosé, l'aventure arrivée par Frédéric Becbédé, qui était chroniqueur littéraire dans Voici, puis qui se retrouve victime de Voici parce que paparazzier avec Laura Smet, dont il est devenu le compagnon. Bon, comme formidable ratage, vous avez évidemment la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2012. Vous avez aussi la phrase « Tant que la justice paiera les experts comme des femmes de ménage, elle aura des expertises de femmes de ménage ». C'était Jean-Luc Viaud, l'expert psychologue dans l'affaire Doutreau, qui avait prononcé cette phrase terrible. C'est-à-dire que ça permet en fait, ce petit bêtisier, de revoir l'actualité, mais à travers des phrases, des anecdotes, ou des anecdotes vraiment qui ont envie de faire rire, parfois sur des sujets justement pas drôles ou douloureux. Vous avez aussi la fameuse phrase de l'année, c'est cassé par Brice de Nice, hein, voilà. Ça meurt pas, hein, ça continue. Hein. La grippe aviaire, hein, on peut pas dire que c'est vraiment pris non plus. Heureusement. On a essayé de nous la refiler, puis finalement ça a pas marché. Le croque-mitaine, le fameux plombier polonais, hein, oui. ça a été aussi le croque-mitaine de l'année. Alors, l'ovni de l'année, c'est aussi le sudoku. On ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, ce truc d'un seul cul, tu veux dire. ce truc a pris cette espèce de grille de chiffres croisés. Ah, vous adorez ça, bon ouais, ça m'étonne pas de lui. Non, attends. C'était tout à fait le genre de type à adorer ce genre de choses, absolument sans intérêt, mais où on se prend la tête. Il y a déjà un logiciel pour faire ses sudoku soi-même. Chez Mindscape, 10 €, beau cadeau de Noël. Et puis alors, on va s'arrêter là, je vais pas tout vous dire, je vous laisserai lire ces pages de l'Obs réalisées par le service Notre Époque de cet hebdomadaire, mais j'avais oublié cette affaire-là. Le meilleur spectacle vivant de l'année, à votre avis, c'est quoi? Allez, cherchez. C'est une pièce de théâtre? Non, c'est pas du tout une pièce de théâtre. C'est une comédie musicale? Non, pas du tout. C'est pas le Roi C'est un Soleil. événement. Allez, cherchez. Un événement qui a eu lieu. Posez des questions. C'est une manifestation? C'est pas une manifestation, c'est pas un événement. C'est le Tour de France. Le mot serait trop fort. Non. Alors ça se passe pendant un événement, effectivement. Mais c'est quoi le meilleur spectacle vivant de l'année? Bah, c'était défilé avec du 14 Chirac juillet. ou un truc comme Non. ça. Alors, si vous trouvez le lieu déjà, peut-être vous allez. Le Parc des Princes. Non, c'est pas à Paris, c'est en France, mais c'est pas à Paris. Le Puy du Fou. Non. Qu'est-ce qui se passe chaque année? Alors, Le Tour de France. non, avant le Tour de France. Qu'est-ce qui se passe? Mai-juin. Roland Garros. Pendant juste avant Roland Garros. Festival de Cannes. Le Festival de Cannes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Festival de Cannes cette année? Le meilleur spectacle de l'année? C'est un film alors, forcément. Le sein de Sophie Marceau. Attends, on cherche des films là. Tant d'histoires pour un sein qu'elle a montré 1000 fois. Oh là là. Franchement. Ah, ça Mais quand même, vous vous souvenez des Jean-Pierre Elkabbach, notre directeur en a été témoin, il était sur les photos au moment où Sophie Marceau d'un seul coup a vu son corsage tomber et ce sein voilà. s'offrir à nous sur les marches du palais. C'est un sein vivant, c'est ce qu'on appelle des seins animés. Écoute, moi, je me le passe en boucle. C'est une petite vidéo. Moi, je l'ai sur le bord de mon ordinateur. Je le passe en boucle. J'adore. Il y a un joli sourire. Elle est pétillante de gaieté, de transparence, d'humanité. Elle est belle quand elle sourit. Et les seins de Sophie Marceau, moi, je serais Souchon. Je ferai une chanson. Nous resterons dans le cinéma. Julien Clerc et Souchon ont chanté le sein de Sophie Marceau, ma chère Valérie. D'abord, ça a été Julien Clerc. Vous avez raison. Mais Souchon, dans son dernier album, a repris aussi. Vous disputez pas, elle en a deux. Chacun le sien. On restera dans le cinéma avec les seins de Monique Pantel. Alors, après Kirikou, voici Mamie Kikou. Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour, j'ai déjà eu mon cadeau de Noël. C'est pas vrai. Si. Super. Après avoir découvert mon deuxième livre, Des baisers pour l'hiver, qui est paru il y a au moins 10 ans, un jeune homme m'écrit que c'est mieux que La princesse de Clèves, que j'ai jamais lu. Alors j'ai au moins un lecteur, c'est toujours rassurant. Hein. C'est bien. Parlons des films sortis mercredi. Alors il y a un film que tout le monde attendait évidemment parce que c'était le fameux film secret de l'année, le film de Luc Besson, Angel A, avec Jamel Debbouze et Rie Rasmussen. J'espère que je prononce bien son nom cette fois. Cette superbe mannequin qui nous vient des pays de l'Est. Gilbert Melki aussi est à l'affiche, ainsi que Serge Riaboukine. Mais le film tourne essentiellement autour du couple, cette jolie femme mannequin et Jamel. Alors que vaut Angel A? Eh ben moi je suis allée le voir en salle. Oui. Et comme tout le monde dans la salle, j'ai bien ri au début. Jamel Debbouze est un pauvre garçon
qui ne fait que des conneries. Il doit de l'argent à des gens très dangereux qui veulent le tuer. Alors il en peut plus, il sait pas quoi faire, il monte sur la rambarde d'un pont pour se jeter dans l'eau. À ses côtés, il y a la divine Rai Rasmussen, elle s'apprête à en faire autant. Elle saute et du coup lui aussi il la sauve et après c'est elle qui le sauve. Elle est prête à tout pour lui redonner l'amour de lui-même et ça dure tout le film. Elle lui redonne l'amour et un jour il arrive à se dire en se regardant dans la glace, je t'aime. C'est un film en noir et blanc, il faut dire. Oui. Alors vous avez aimé ou pas? Eh ben je vais bien aimer. Marie d'Abel Ferrara. C'est du Prêchi-Prêcha à la Ferrara. Avec Juliette Binoche. Qui est toujours lumineuse et que j'adore. Alors elle éclaire un peu ce film obscur sur les complications de la foi. En tournant un film où elle est Marie-Madeleine, elle s'identifie à elle, elle veut plus croire qu'elle n'est plus Marie-Madeleine. Et voilà. Quant à Forest Whitaker, c'est un prêcheur de télévision et il fait des émissions sur le Christ, mais il a plein de doutes. Ben nous aussi. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur dieu.com. Alors on passe au monde de Narnia, le nouveau Walt Disney. C'est un triomphe rarement égalé, même chez Walt Disney. Ah oui? Oui. C'est-à-dire que c'est le Seigneur des Anneaux pour ados. C'est ça. Hein. Et ce conte de fées est récupéré aux États-Unis, ça m'a fait rire, c'est par les catholiques et les protestants comme parabole de la foi chrétienne. Le lion du film serait Dieu, la méchante serait le diable. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même un très joli film, mêlant les acteurs, 4 enfants, qui déboulent dans le monde de Narnia, et les animaux, comment on dit, électroniques, animés. Les animatroniques. Voilà. Alors donc, ils sont très marrants, des castors. Des castors qui sont très marrants. Vous dites castor, c'est tellement mieux. Oui. Des castors, Hippolux. Un faune qui est délicieux, des centaures et blablabla. Bref, c'est un très bon Disney. Mais c'est quand même, moi je suis un peu vieille pour voir ça. C'est quand même assez magique et merveilleux, mais ça s'adresse à des petits-enfants. Oui, C'est-à-dire que c'est pas du tout comme Harry Potter ou même adultes. Et même peut-être surtout adulte, on peut y trouver son compte. Là, Narnia, c'est vraiment pour un jeune public. Mais c'est magique. On termine par La Vérité Nue, un film d'Atom et Goyan avec Kevin Bacon. C'est mon préféré de la semaine. Ah bah oui, forcément. C'est sexy, c'est sulfureux, c'est haletant, c'est bandant. En 1953... Ah, c'est vrai, c'est vrai. Elle a raison. En 1953, 2 comiques font mourir de rire l'Amérique, c'est le début de la télé. L'un, Larry, joué à ravir par Kevin Bacon. Génial, avec son toujours joli petit cul qui n'a pas changé. Et l'autre qui s'appelle Vince, je crois. Il est joué par Colin Firth. Alors le Kevin Bacon, lui, c'est un coureur, un dragueur. Et l'autre, il est plus calme, il essaie d'arranger tout ça. Et c'est entre sexe, pilule, alcool, il se marre bien. Jusqu'à la nuit, on retrouve une jeune femme morte dans leur salle de bain. C'est elle suicidée. Allez voir ce film super. Vous ne regretterez pas votre argent. Votre film préféré de la semaine, Isabelle a l'air d'accord. Moi aussi, c'est vraiment sans conteste, c'est celui-là parce que il y a tout le charme du polar, il y a vraiment un suspense, il y a vraiment le monde du showbiz des années 50 qui est vachement bien restitué aussi. Les acteurs sont formidables, on est scotché jusqu'au bout, c'est extrêmement bien filmé. Non, vraiment, c'est un très bon film. Retenons donc ce film, La Vérité Nue d'Atom et Goyan, pour les enfants évidemment, le monde de Narnia de Walt Disney, et puis pour ceux qui avaient hâte de voir le dernier film réalisé par Luc Besson, dernier en date évidemment, Jamel Debbouze à l'affiche de Angel en noir et blanc, soulignons-le. Vous pouvez en revanche peut-être oublier le film Marie d'Abel Ferrara. Voilà pour le petit résumé. Ça vous va, Monique Pantel? Oh, bravo, vous faites des grands progrès. Hein. Bonne fête de fin d'année, Monique. Et bonne année à tout le monde et tout ça. Bonne année, on aura l'occasion de se le redire la semaine prochaine. Oui, bon, mais moi je dis tout en même temps. Hein. Oui, d'accord. Alors, bon, joyeuse Pâques aussi, alors. Allez, bye bye. À lundi, 16h30. Joyeux Noël, bon week-end sur Europe 1.